Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop et dans cette nouvelle vidéo sur Litchi Slicer, je vais vous présenter le flux de travail, on va dire le plus classique mais aussi le plus simple sur la création de supports manuels. Alors attention, la vidéo est un petit peu longue car je vais couvrir en fait la création des supports mais aussi de l'évidage, deux types d'évidage, histoire que vous ayez quand même une petite compréhension de certaines choses. Alors, je vais pas tout couvrir, les supports manuels c'est très large, c'est vraiment pour un usage relativement simple, mais au moins que vous ayez quelques informations de base. Pour ce faire, je vais me baser sur ce modèle de DQ. Ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps ont déjà vu pas mal ce modèle. C'est un modèle que j'utilise en fait pour tester en fait les imprimantes 3D, un modèle que j'ai sculpté il y a relativement longtemps. En fait, ce modèle-là, je vous ai mis le lien en description, vous pouvez le télécharger gratuitement et donc l'utiliser pour faire cette vidéo-là, comme ça vous aurez exactement les mêmes choses que moi. Donc pour commencer, je pars d'une scène vide. Bien évidemment, je pars du principe, vous avez déjà votre imprimante sélectionnée, vos paramètres de résine sélectionnés, et je vais faire un simple drag and drop du fichier STL qui s'appelle DQ Fill Eyes. Alors ce modèle est entièrement plein. C'est donc un fichier STL. Alors, je précise, c'est comme le poussin, ce modèle-là s'imprime directement à même le plateau. On peut le faire, mais c'est pas du tout le but de le faire. Voilà, donc c'est-à-dire que par défaut, il était sculpté pour n'avoir aucun surplomb, aucun îlot et ce genre de choses. Donc voilà, petite parenthèse. Alors, je vais aller un peu plus vite dans cette vidéo-là, parce que j'ai couvert des choses, j'ai déjà parlé avant. La première étape que je fais toujours, c'est de définir effectivement l'orientation de mon modèle. Moi, j'aime bien effectivement toujours donner un angle, a priori, voilà, de quelques degrés. Alors comme je vous disais dans la vidéo sur la fonction Magic, d'avoir un angle relativement bas, c'est pas forcément toujours terrible, car on va se retrouver avec des grands aplats. Alors ce modèle-là, du fait qu'il va être posé directement sur une base, s'il est un peu gondolant en dessous, c'est pas très grave. Je n'ai pas forcément donné un angle à 45 degrés, on pourrait aller un peu plus loin, mais voilà, je peux le laisser comme ça ici. Voilà, hop, le mettre un peu plus sur le côté. L'orientation est bonne, et maintenant je vais le surélever de 5 mm pour être sûr que j'ai toujours une distance minimum entre la base de mon impression 3D et justement le début de mon modèle 3D. Donc par défaut, si on regarde bien, j'ai des points de contact qui sont à même le plateau. Petite parenthèse, j'appuie sur 0 sur le clavier, ou alors je vais dans le petit engrenage ici, et je vais passer en mode orthographique. C'est mieux quand même de travailler directement en mode orthographique et pas en mode perspective. C'est une petite parenthèse. Donc voilà, je vais dans la section Prepare, et vous avez dans l'outil support, vous avez les utilitaires, la fonction pour surélever l'objet de 5 mm, je clique dessus et hop là, mon objet est toujours maintenant à 5 mm au-dessus du sol pour créer donc mes supports. Mais avant de créer ces supports-là, je vais évider le modèle. Et oui, chose très importante, mon modèle est quand même assez grand, et là je vais commencer à économiser ma résine, mais surtout l'autre raison, c'est pas avoir des grandes surfaces à décoller, d'avoir que des coques. C'est toujours moins de surface, plus facile à décoller, donc moins de force appliquée à mon modèle pendant l'impression 3D. Pour faire les vidages, c'est relativement simple. Je vais dans la fonction Hollowing, voilà, évidage. Et là, vous avez deux types d'évidage, l'évidage 3D et l'évidage 2D. Alors, je ne vais pas rentrer dans la comparaison entre les deux, je vais rester sur l'évidage 2D pour commencer par rapport à cette vidéo-là. Je parlerai l'évidage dans d'autres vidéos, bien évidemment. Et là, je vais activer les vidages 2D, je vais mettre sur On. Et vous remarquez que vous avez une petite prévisualisation de à quoi ça va correspondre avec l'épaisseur des coques. Alors 2,5 c'est un peu gros pour un petit modèle, le modèle n'est pas si haut que ça, il fait à peu près voilà, une 8 cm je crois, un truc comme ça. Je vais rester à 2 mm d'épaisseur. Et vous avez en dessous d'autres paramètres, la densité notamment de ce remplissage. 20 c'est un peu beaucoup, je vais descendre à 10, et puis je vais laisser comme ça, tout simplement. Avec, vous voyez, le petit motif dedans, ça fait des petits supports de 1 mm, ce qui est assez, je dirais, standard. Et si je bouge ma barre de clipping sur le côté ici, vous voyez ici, on voit directement, comme ça, l'évidage qui est fait, avec les petits supports comme ça à l'intérieur. Donc vous voyez, ça permet de prévisualiser les choses. Alors, maintenant, il va y avoir un petit souci. Alors même je vais peut-être baisser un tout petit peu, ça me paraît un peu épais. Voilà, 1,7, c'est relativement bien. C'est très bien d'avoir fait les vidages, mais il faut pouvoir évacuer cette résine-là. Et cette résine, ce qui est très important lorsqu'on fait de l'évidage, il faut vraiment faire attention à toutes les parties du modèle que l'on doit évider. C'est-à-dire que là, on a le corps en lui-même, mais regardez bien, on a aussi les bras
qui sont comme ça évidés et qui vont aller, donc vous voyez là j'ai vraiment cette partie là qui est pleine. Alors il y a ce qu'on appelle des hollowing blockers, je ne vais pas rentrer dedans dans cette vidéo là, il y a moyen de gérer localement les vidages du modèle. Mais surtout ce qui est nécessaire, c'est donc des moyens pour que la résine puisse rentrer et sortir, l'air puisse aussi rentrer et sortir, et éviter ce qu'on appelle un effet ventouse, un effet donc voilà de suction cup, c'est le terme anglais. Pour ça il faut rajouter des trous. Voilà, donc là il y a par défaut l'outil trou, des cylindres. Voilà, avec une valeur de pénétration, c'est-à-dire la quantité qui va rentrer dans le modèle. Je vous rappelle, on a fait des coques d'un peu moins de 2 mm. Donc si on met a priori 3 mm, ça devrait suffire largement. Voilà. Et là, je vais rajouter un trou, voire un deuxième. Vous avez vu, celui-là, il est rouge, celui-là, il est gris. J'en parlerai par la suite. Je vais en rajouter aussi au niveau des bras. Bah oui, il faut que la résine puisse circuler au niveau des bras, au niveau du modèle. Allez, hop, j'en mets là ici et j'en mets là. Et donc, vous regardez bien, j'ai un rouge et un noir. Si vous exportez votre modèle vers votre imprimante 3D depuis l'Etchy Slicer, ignorez le fait que ce soit en rouge. Le côté rouge, c'est utile si vous décidez de générer le trou dans la géométrie, c'est-à-dire vraiment de transformer le modèle pour avoir un vrai trou physique, ou si par exemple vous l'exportez votre fichier STL vers un autre logiciel, un autre slicer, là il faut qu'il soit rouge. Alors je ne vais pas rentrer dans le pourquoi c'est rouge ou pas rouge, en fait en quelques mots, le modèle, en fait le trou doit vraiment passer de part en part d'une surface sans avoir d'interaction avec autre chose, il est sûrement en contact au bord du modèle, du fait que ça pose souci. Donc si je bouge ma barre de clipping, vous voyez ici, hop là, voilà, on voit, en fait, il rentre un petit peu en contact de la surface ici, avant d'évider le modèle. Et vous voyez ici, au niveau des bras, on a les trous, hop là, hein, qui continuent. Toute la partie noire va être évidée, la partie blanche va être imprimée. Le petit truc, c'est que les trous au niveau de mes bras sont un petit peu grands. Voilà, donc je peux le prendre et je peux changer le diamètre, par exemple 4 mm, ou alors, dans la version Pro l'Etchy Slicer, si on clique dessus, barre d'espace, on peut très bien, comme ça, changer les valeurs assez rapidement avec ce petit gizmo qui est quand même assez pratique, voire même carrément, vous voyez, hop, les déplacer et changer comme ça l'orientation. Et là maintenant, mon évidage a été fait au niveau du modèle et ça devrait être tout bon. Je vois déjà les gens qui connaissent un petit peu l'impression 3D résine vont me dire, oui mais Thomas, t'as plein de supports à l'intérieur et puis il y a des trous qui vont apparaître. Vous voyez, regardez là ici, si je regarde ce trou là, à cet endroit là ici, si on regarde bien, et bien après, j'ai des supports qui vont arriver directement dessus, ils vont pousser dans le vide. Vous inquiétez pas, le gros des supports à l'intérieur, ils sont là pour consolider un petit peu l'ensemble, ils ne sont pas ultra critiques, mais surtout, en fait, ils vont au début partir un petit peu en vrille, puis hop, ils vont se raccrocher à d'autres supports, du fait que c'est des croisillons les uns avec les autres, ça va se reconnecter et ça va pas poser problème. Donc ça là-dessus, n'ayez pas trop d'inquiétude sur ce genre de choses. Si vraiment vous avez des ouvertures très grandes en dessous de votre modèle, là, ça va poser problème. Il faudra plutôt passer sur les vidages 3D avec des vrais supports et pas les vidages 2D. Et ça, j'en parlerai dans une autre vidéo ultérieure dédiée justement à les vidages 2D et 3D, la comparaison, le pourquoi du comment. Bref, beaucoup de blabla pour parler de cet évidage. Et maintenant, je vais parler donc des supports. Je retombe dans l'outil support ici, et là j'ai donc mes différents paramètres de support avec surtout mes préconfigurations, mes presets light, medium et heavy. Pour faire simple pour commencer, on va juste utiliser des paramètres de type medium. Si je ne me trompe pas, par défaut dans l'Etchy Slicer, ils sont à 0,6 pour les pointes. Moi je les ai mis à 0,5, ce qui suffit largement pour des plus petits modèles. Plus le modèle va être grand et gros en volume, plus il faudra peut-être des supports un peu plus costauds au niveau des pointes, mais là, 0,5 c'est très bien. Comme j'ai dit dans d'autres vidéos précédentes, n'allez pas sur des supports trop fins pour commencer, mais des supports un peu plus épais qui marchent, que de faire trop fin et que ça lâche et votre impression soit ratée. Pour ce faire, c'est très simple, je vais chercher où sont mes îlots, c'est-à-dire les points de départ de votre impression 3D pour être sûr que ceux-là, il faut bien les supporter. Et pour faciliter les choses, je vais dans l'Island Detector, et donc je vais chercher tout simplement ces îlots. Donc là, on va attendre quelques secondes pour que le calcul se fasse. Et je me retrouve avec 24 îlots. Alors le grand classique, vous allez voir, il y a plein d'îlots qui ne sont pas à prendre en compte. C'est souvent autour du modèle, vous voyez ici, des trous, pardon, excusez-moi. Il a détecté des îlots, ceux-là vous les ignorez complètement. Par contre, il en trouve, voilà, au niveau des points de départ. Vous voyez, cette petite ligne qui apparaît, permet de vous faire un contour de ce qui va être la couche. Donc on en voit ici. On en voit bien sûr au départ du modèle. Pareil au niveau du bras. On en a sur le petit bout de pointe, je pense plutôt en faux positif. Ces petits bouts de pointe là, ici, c'est des faux positifs plutôt qui sont ignorés. Et on a l'oreille en particulier à cet endroit-là. Donc maintenant, je sais où j'ai besoin en fait d'îlots, enfin de support pour mes îlots. Et je vais commencer, c'est ma technique, je ne dis pas que c'est la meilleure, mais j'aime bien dire, voilà,
ces supports-là, ils sont, entre guillemets, indispensables. Je mets comme ça ces premiers supports pour dire, là, ici, c'est vraiment des points de départ. Il faut que je fasse attention à ces endroits-là. Là, ici, c'est pareil. Je me mets proche du bord. Et vous remarquez juste un petit truc pour dire, des fois, on ne sait pas quelle est la distance que ça représente. Votre support est sélectionné. Regardez bien tout en bas ici de l'écran. Je ne peux pas vous montrer, je suis désolé, mais vous voyez ces petites flèches qui apparaissent juste là, ces petites valeurs numériques. C'est la distance en millimètres entre le support sélectionné et le support que vous allez créer par la suite. Donc là, j'ai 1,43 mm entre ce support-là et là. Donc vous voyez, c'est quand même très très proche. Donc souvent, on a l'impression que c'est très très loin, alors que c'est pas forcément si loin que ça. Donc là, je mets mes premiers supports. Là aussi, hop, je vais accompagner le coin. Voilà. Et je vais faire pareil pour le bras ici. Voilà. Alors, je sais que cela au niveau de ces pointes, en fait, je pense que les polygones sont très très fins et ils détectent en fait une anomalie, plus que des problèmes d'îlot. Et au niveau de l'oreille, hop, je vais m'en rajouter deux comme ça ici. Ce qui veut dire que, d'un point de vue purement théorique, mon modèle est imprimable tel quel. Et oui, j'ai des premiers supports qui permettent de faire pousser le point de départ de ce modèle 3D. Si je bouge ma barre de clipping, vous voyez bien ici que ça commence à apparaître, s'accrocher, et là, ça s'imprime pour les bras, pour la partie basse du buste, pareil pour l'autre bras à l'arrière. Donc tout va s'imprimer au fur et à mesure, jusqu'à arriver à l'oreille, qui va arriver, hop, par ici, vous voyez, hop là, l'oreille, ça connecte, et maintenant, voilà, tout se fait bien. Sauf que la réalité est que votre modèle va jamais s'imprimer, voire une impression ratée, car tout ne peut pas tenir sur ces quelques petits supports. Il va falloir rajouter d'autres supports par la suite. Alors, il y a des outils pour travailler plus efficacement, faire des bases comme ça ici. Je ne vais pas vous le montrer dans l'immédiat. Je ferai une autre vidéo à part, hein, qui est dans la fonction automatique. Vous avez ici la projection par support, qui est dans la version Pro. Je vais juste vous montrer le mode de fonctionnement classique, par contre, en utilisant éventuellement le support painting. Donc comme vous l'avez vu, pour acheter des supports, c'était relativement simple, j'ai cliqué. Et souvent, je mets mes supports, vous voyez, comme ça, autour des zones imprimées, pour être le plus large possible. Ça me permet d'avoir quelque chose de plus stable pour que ce bras puisse pousser. Et éventuellement, on met un ou deux petits supports en plus, ici et là. Voilà. Donc là, la base de mon bras est pleinement supportée. Je vais faire pareil pour l'autre bras, l'autre côté. Voilà. Je fais mon contour comme ça ici. Oups, j'ai fait un mauvais clic. Et l'opération est très répétitive. Hein. Vous voyez, c'est pas forcément très très compliqué. Hop, j'en mettrai un ici. Je vous dis, j'ai fait une erreur, il est trop à l'intérieur. Je sélectionne le support, la touche supprime et je le recrée. Donc la partie donc ici de mon bras est supportée. Maintenant, je vais supporter le reste, tout le contour. Alors je peux très bien donc rajouter quelques supports comme ça autour. Voilà. Maintenant, j'ai commencé à espacer un petit peu plus. Vous voyez, là, je suis entre celui-là et le suivant. Je suis à 2,57, on va dire à peu près 3 mm de moyenne. Ça va suffire largement, car là, c'est plus pour accompagner toutes les couches qui vont être imprimées au fur et à mesure. Et vous remarquez que je ne me mets pas directement sur la bordure ici, un peu plus à l'intérieur, de façon à ne pas avoir des bouts de support qui pourraient dépasser du modèle et donc se voir, par exemple, sur l'avant ici. C'est-à-dire que si je mets ma pointe vraiment à cet endroit-là, vous voyez, j'ai un risque d'avoir un petit artefact au niveau du modèle. Donc je fais supprime. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Je le fais de façon assez rapide. Et là, c'est vraiment pour un usage de modèle, on va dire, assez simple à supporter. Donc là, j'ai fait le contour, sauf que j'ai quand même des gros trous à l'intérieur qui sont un petit peu vides. Et ben, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle le support painting, qui n'est disponible que dans la version Pro. Ça va mettre des supports tous les 3 mm. Vous voyez ici, c'est la valeur, l'intervalle. Quand je fais un clic glissé, vous voyez ici, hop, il me met 3 mm. Alors là, il détecte qu'il y a d'autres supports proches, il ne me les met pas. Par contre, si je continue, vous voyez à côté, hop, il va me les rajouter. Et comme ça, je vais pouvoir me mettre des supports autour du modèle, voire m'en rajouter un ou deux ici et là. Voilà, au clic. Alors, le petit truc que j'aime faire au niveau des bases, c'est pour être sûr que ça s'accroche bien. Je prends un ou deux supports, j'appuie sur donc majuscule pour sélectionner des petits supports, alors plutôt vers l'intérieur. Voilà, ici j'en ai pris 1, 2, 3, je vais prendre un au milieu, voilà, et ces deux-là. Et je vais les passer en heavy, voilà, des gros supports avec des grosses pointes. Le but c'est sûr que ces supports-là vont vraiment maintenir le modèle en place. Par contre, je fais ça dans des endroits où je sais que je vais pouvoir couper facilement, surtout poncer facilement. Je ne vais pas faire ça partout au niveau de tous les modèles. Voilà, donc là,
ma base est supportée, et a priori mon modèle doit être bon à imprimer. Je vais quand même améliorer un petit peu les choses. Je repasse sur des supports moyens au passage, car les prochains supports, si je reste en heavy, vont s'imprimer directement en heavy. Donc là, a priori, tout est bon. Je vais juste rajouter un troisième support pour mon oreille. Et là, vous avez vu, ah, tiens, il y a du rouge. Pourquoi? Le support, il me l'a créé un tout petit peu trop près. Donc, du modèle ici, et le détecteur de proximité s'est déclenché. Vous avez ça ici, Proximity, c'est activé par défaut. Ça permet de détecter si un support est trop proche du modèle, éviter que ça fusionne au moment de l'impression. Donc, mon support, je peux le glisser un petit peu vers l'arrière, comme ça ici, hop là, et je l'ai déplacé. Ou alors, vous pouvez, avec la barre espace, je recule un tout petit peu, voilà, en version pro, manipuler vos différents éléments, comme ça ici. Et puis voilà, là, je suis parti un petit peu loin. Je vais faire un petit undo. Le plus simple, vous voyez, je le prends ici, et hop, je le décale. Voilà. Oula, j'étais un petit peu trop près du modèle. D'où l'importance de toujours tourner autour du modèle pour comprendre vraiment ce qui se passe. Voilà. Alors, mon modèle, normalement, peut s'imprimer sans aucun problème. Mais, si on regarde bien, ça penche quand même pas mal vers l'arrière. Et le problème, ça penche vers l'arrière, vos forces sont quand même verticales. Le risque, c'est que ça bouge à chaque couche, de remonter comme ça vers l'avant et d'avoir de la déformation. C'est pour ça qu'il faut rajouter ce que j'appelle des supports de maintien, on va dire pour stabiliser le modèle. Ils sont optionnels, mais ils vont assurer la garantie d'avoir une bonne impression 3D, une bonne qualité d'impression 3D. Ce qui fait que je vais rajouter quelques supports, je vous dis optionnels. Il y a des endroits, vous voyez, je le fais ici, où je sais que je vais pouvoir poncer facilement. Et oui, plus je mets de supports, plus ça laisse des marques. L'intérêt des supports manuels, c'est qu'on a le contrôle où on met les supports. Ce qui veut dire que là, en mettant par exemple au niveau donc, des bras, comme ça ici, je sais que c'est des endroits où je vais facilement pouvoir accéder avec mon papier de verre, enfin mes éponges à poncer, et directement pouvoir poncer assez facilement. Alors que si j'en mets ici sur ces modèles avec du détail, ça va poser problème. Donc je peux me mettre quelques supports, et vous remarquez, je fais des zigzags. Vous allez comprendre après pourquoi je fais ça. Voilà. Et là, vous voyez, ça commence à mieux supporter. Alors, on pourrait pousser le bouchon un peu plus loin et de se mettre, vous voyez, sur des zones où je sais que là, c'est sur l'aplat des cheveux. Je vais pouvoir assister, comme ça, mon modèle. Voire même, vous avez vu, si on regarde les pattes, les longues pattes ici pour les cheveux. Voilà, vous voyez toute cette partie-là, hop, à partir d'ici, ça pousse dans le vide. Il n'y a pas d'évidage, rien de tout ça. Ça pousse relativement vers l'arrière avant de se connecter. On pourrait très bien rajouter quelques petits supports, voilà, hop, ici, facilement, entre guillemets, je vous disais, ponçable, si on peut, histoire de donner un petit peu de rigidité. Et là, normalement, tout devrait bien tenir. Sauf que mes supports, vous voyez, ce support-là ici, ça paraît pas, il monte jusqu'à une certaine hauteur. Si je m'arrête à peu près à cet endroit-là, à 7 cm de hauteur. Donc mon support, une petite tige tout seul, va se balader comme ça, jusqu'en hauteur, ce qui va poser un petit peu problème. C'est pour ça qu'on fait appel à la fonction donc, de bracing, de traverse, que vous retrouvez dans la section manuelle. Je vais prendre tous mes supports comme ça vers l'arrière, à peu de choses près, ceux-là sont moins importants, et je vais rajouter donc du bracing. Et vous voyez, il m'a rajouté comme ça des traverses pour donner de la rigidité. Voilà. Mais vous pouvez très bien aussi dire, tiens, je voudrais mettre des traverses entre là et là, entre là et pourquoi pas ici, et puis peut-être connecter cela, peut-être que c'est un petit peu loin, cela ici, on va voir comme ça. Donc vous pouvez très bien rajouter des traverses supplémentaires pour connecter différentes parties ensemble. Je clique sur Bracing et vous voyez, il m'a remis des traverses. Donc là, j'ai quand même beaucoup de traverses. Je pourrais très bien en rajouter une entre là et là, et pourquoi pas entre une là et là. Bracing, et voilà. Donc là, j'ai mis beaucoup de traverses, honnêtement, mais ça permet de fiabiliser le modèle. Mon modèle, au niveau des supports, a priori, est, je dirais, OK. Je vais rajouter ce qu'on appelle un radeau, un raft ici. Alors moi, j'utilise beaucoup le triangulaire ici, qui est une version, enfin, qui est pour la version pro. Éventuellement, utiliser le shape wall, qui est quand même pas mal. Moi, j'aime bien celui-là, parce qu'il me connecte tous les supports comme ça, on va dire, ensemble. Et j'ai oublié un petit truc, excusez-moi, au niveau de mes paramètres de support, je vais revenir dans le radeau. Au niveau des bases, je vais sélectionner tous mes supports.
Vous voyez, comme ça ici. Et j'aime bien utiliser ce qu'on appelle un join cone, à peu près d'1,5 mm, un peu en dessous, voilà ici. Vous voyez, ces petits cônes comme ça ici. Ça permet d'avoir une transition progressive entre le radeau et justement vos supports, ou les bases des supports. Ça permet d'avoir quelque chose de plus progressif, ça marche un petit peu mieux. Ça évite notamment des fois les supports qui se cassent, en fait, au niveau des premières couches, à cause de la surexposition. Donc, je viens dans mon radeau, et là, je vais juste l'échelle la passer vers 150%, à peu de choses près. Et voilà. Et là, j'ai maintenant mon modèle qui est prêt à l'emploi, qui a été pleinement supporté manuellement, avec tous ces supports à la base ici pour bien tenir les parties plates, ces supports en plus de maintien. Je vous cache pas que j'aurais peut-être enlevé celui-là pour garder que ce modèle-là. Limite, je peux le faire, regardez, hop là, ici, finalement, je reste là-dessus, un peu moins de support de maintien, et ça devrait marcher. Alors, c'est une façon comme une autre de préparer des modèles 3D pour l'impression 3D résine. Alors, il y a plein d'écoles différentes, il y a plein de méthodes différentes, mais je vous le dirai encore et toujours, pour vos premières impressions, mettez un peu plus de support que nécessaire. Prenez des pointes un peu plus épaisses que nécessaire. Voilà, évitez d'économiser, ne faites pas les radins, ça va vous retomber dessus, la moindre impression ratée vous posera problème. Donc voilà pour ce modèle. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller dans l'exportation, choisir vos paramètres, voilà, d'anti-aliasing, voilà, là-dessus. Vous n'avez plus qu'à exporter pour votre imprimante 3D, vous lancez l'impression, et puis j'attends que vous me taguiez sur les réseaux sociaux avec vos impressions de ce modèle DQ, et limite que vous aurez peint. Ça me fera plaisir de voir éventuellement les peintures faites avec. N'hésitez pas, donc je vous dis, à aller voir en description de la vidéo et tout ce qu'il faut. Et puis je vous dis bonnes impressions avec les Slicer, et à très bientôt pour une autre vidéo d'apprentissage de ce logiciel. Allez, bye bye.